Bonjour à tous, ici la chaîne Encyclopédie. Le livre que je vais vous expliquer dans cet épisode est « La vie est ce que vous en faites, trouvez votre propre chemin vers l'épanouissement ». Le Buffett, ici est le dieu du stock, Warren Buffett. Tout le monde discute souvent de ses idées d'investissement, mais peu de gens savent comment Buffett éduque ses enfants. Et ce livre peut nous amener à découvrir de près son style parental. Alors, comment la philosophie de vie de Buffett affecte-t-elle la croissance de ses enfants? Quel genre de concepts parentaux a-t-il? Quel rôle joue-t-il dans le chemin de vie de la croissance des enfants? Après avoir écouté ce programme, j'espère que vous le trouverez utile pour éduquer vos enfants. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un « dieu de la souche » comme père? La chose la plus simple à laquelle penser est peut-être que vous serez bien habillé, que vous dominerez le monde financier et que vous hériterez d'une énorme fortune. Cependant, après avoir lu ce livre, vous constaterez que ce n'est pas le cas. Buffett a 3 enfants, tous nés dans les années 1950. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'ils font lorsqu'ils grandissent n'a rien à voir avec les actions. La fille aînée Suzy a ouvert un magasin de tricot, le fils aîné Howie est agriculteur et photographe. Le plus jeune fils Peter est l'auteur du livre dont nous allons parler aujourd'hui, il est compositeur et le plus célèbre des 3 enfants. Il y a un morceau de musique écrit par lui dans le meilleur film oscarisé en 1990, Danse avec les loups. De plus, il a également remporté l'Emmy Award, la plus haute distinction de l'industrie télévisuelle américaine, pour sa bande originale. Bien que l'auteur Peter n'ait eu aucun souci de nourriture et de vêtements depuis qu'il était enfant, et qu'il n'ait eu aucun souci de payer l'école et les cours de piano, le soutien matériel qu'il a reçu de son père Buffett n'était en réalité pas aussi grand que beaucoup de gens l'imaginaient. D'après le livre, nous pouvons voir qu'en tant qu'adulte, l'argent qu'il a reçu de son père était essentiellement un héritage de 90 000 $ US laissé par son grand-père. Une fois entré dans la cinquantaine, son père a annoncé qu'il ferait don de la majeure partie de sa richesse. Bien que l'auteur, son frère et sa sœur aient chacun repris un fonds d'1 milliard de dollars de leur père, il ne s'agissait que d'un fonds caritatif et tout l'argent qu'il contenait devait être donné. Vous pensez peut-être, néanmoins, l'identité du « fils de Buffett » à elle seule lui apportera de nombreux avantages cachés. C'est effectivement le cas, et nous en évoquerons quelques-uns plus tard. Cependant, cette identité lui a également apporté beaucoup de problèmes. Par exemple, l'auteur a souvent entendu dire depuis qu'il était enfant « Êtes-vous le fils de Warren Buffett? Mais tu as l'air si ordinaire. » Quand il grandissait, quand d'autres apprenaient qu'il n'était pas engagé dans la finance mais dans la musique, il demandait inconsciemment « Musicien? Oh. Est-ce que ça a réussi? » C'est le problème auquel il doit faire face. Dieu des actions, vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé d'investir, mais vous ne pouvez pas échouer. De nombreux enfants de familles d'élite et de personnes qui ont réussi ont des problèmes similaires, ils vivent dans une sorte de comparaison depuis leur enfance, vivant dans l'ombre de leurs parents et vivant selon les attentes des gens. Qu'ils réussissent ou non, ils seront critiqués par les autres. C'est pourquoi Buffett a toujours eu une vision de l'éducation des enfants, un enfant né dans une famille dite riche deviendra accidentellement un couteau inséré dans son dos. Pourquoi? Peut-être, même s'il ne manque pas d'argent, manque-t-il d'amour depuis qu'il est enfant, peut-être qu'il se repose sur sa richesse, a perdu son esprit combatif et vit dans la pauvreté, peut-être est-il obligé de choisir une carrière qu'il n'aime pas parce qu'il a peur de décevoir ses parents, peut-être qu'il a obtenu des réalisations, mais sans obtenir sa propre reconnaissance. Ceux-ci mettront de la pression ou du mal sur leurs enfants. Certaines personnes peuvent penser que ce sont toutes des absurdités de riches. Mais en fait, presque tout le monde doit réfléchir à ces questions en grandissant. Amour et matériel, lutte et paix, ressources et capacités, attentes extérieures et choix personnels, ce ne sont pas des problèmes de vie qui appartiennent uniquement à un groupe spécifique de personnes. Ces problèmes ne sont pas si faciles à gérer, et naître dans la meilleure famille peut être ordinaire, mais si ces problèmes sont résolus, cela peut conduire à une belle vie. Et l'auteur? À son avis, dans le jeu de la vie, sa performance actuelle est plutôt bonne. Pas à cause de sa richesse. C'est parce qu'il est heureux. Il mène une carrière qu'il aime, fait des choses qu'il considère comme précieuses et ne regrette aucun des choix clés qu'il a fait dans le passé. Il a beaucoup de chance que ses enfants puissent tous avoir leur propre vie. Cela est dû en grande partie à la philosophie de vie que lui a enseignée son père Buffett. Jetons ensuite un coup d'œil aux philosophies de vie que l'auteur a absorbées de son père, Buffett. Première partie. Selon les mots de Buffett, ses 3 enfants sont « les gagnants de la réincarnation ». Pourquoi? Est-ce parce qu'ils sont nés riches? Pas vraiment. En fait, avant que l'auteur ne soit adolescent, Buffett n'était pas encore devenu un dieu de base. En grandissant, l'auteur a vécu dans une maison ordinaire qui ressemble à un entrepôt, avec de la nourriture et des vêtements ordinaires. S'il y a un avantage à sa maison, c'est peut-être qu'elle se trouve à seulement 2 rues de l'endroit où a grandi la mère de l'auteur. Par conséquent, lorsque l'auteur était jeune, il marchait souvent de chez lui jusqu'au domicile de ses grands-parents maternels. Il a décrit le voyage comme étant comme un couloir d'amour, peu importe où il allait, un gros câlin l'attendait. Ses souvenirs d'enfance sont remplis de la douceur de la glace, des bonbons colorés,
des sourires aimables et des vagues des voisins et de ceux qui l'ont aidé avec enthousiasme à faire ses devoirs. Cependant, il comprend également que tous les enfants ne peuvent pas bénéficier d'un environnement de croissance aussi aimant et attentionné. Lui et son père Buffett admettent donc que c'est une chance. C'est ce que nous avons dit au début, gagner à la loterie de la réincarnation. Ce prix de loterie n'a rien à voir avec l'argent ou les conditions matérielles, cela n'a rien à voir avec le fait que la maison soit grande ou non, mais avec le fait qu'il y ait de l'amour dans la maison, cela ne dépend pas de la richesse des voisins, mais du fait que les voisins sont chaleureux et sympathiques. Prenez soin les uns des autres. Un tel environnement en pleine croissance a donné à l'auteur un cadeau très précieux, la sécurité émotionnelle. En grandissant, il a toujours gardé un arrière-plan dans son cœur, c'est-à-dire qu'il croyait que les gens sont généralement bons, il était prêt à traiter les gens et les choses qu'il rencontrait dans la vie avec gentillesse et gratitude. C'est pourquoi il s'est par la suite montré très enthousiasmé par la charité. Beaucoup de gens penseraient que les comportements des enfants pauvres et des enfants riches doivent être très différents. Cependant, des enquêtes sociologiques ont montré que les deux types d'enfants sont presque aussi susceptibles d'avoir des orientations comportementales extrêmes. Certains d'entre eux sont renfermés, timides, et certains ont un caractère colérique, rebelle et fauteur de troubles. Le principal facteur en cause n'est pas la situation financière de la famille, mais plutôt la question de savoir si l'environnement familial est aimant, harmonieux. Lié à la stabilité. Par conséquent, en tant qu'adulte, l'auteur a également profondément ressenti que la plus grande chance que son père lui a apportée n'était pas le succès de sa carrière ultérieure de « Dieu de la souche », mais le fait qu'il a grandi dans un environnement plein d'amour et de chaleur depuis qu'il était un enfant. Depuis que l'auteur est adolescent, la carrière de Buffett est devenue de plus en plus réussie et sa famille est devenue de plus en plus riche. Cependant, ce que constate l'auteur, c'est que beaucoup de choses à la maison n'ont pas changé. Il doit encore faire le ménage pour gagner de l'argent de poche, et l'attitude de ses parents face à la vie n'a pas beaucoup changé. Son père, Buffett, porte toujours son pantalon et son cardigan kaki, travaille toujours 6 jours par semaine et est aussi concentré que s'il était hors de son corps. Pourquoi l'argent n'a-t-il pas changé mon père? L'auteur s'est rendu compte que c'était parce que gagner beaucoup d'argent n'avait jamais été le but du travail de son père. Il est extrêmement dévoué à son travail, par amour et parce que le travail est pour lui un défi et une passion. Cela fait également écho à ce que leur père leur a dit plus tard, ne donnez pas la priorité à l'argent, car les récompenses peuvent disparaître à tout moment, trouvez un travail que vous aimez, et considérez ensuite le travail lui-même comme le but. L'argent peut bien suivre, mais ce n'est jamais la voie à suivre. L'auteur estime, à partir de sa propre expérience de croissance et de celle de certaines personnes autour de lui, que si les parents aiment leur travail et sont passionnés par leur travail, alors leurs enfants accorderont plus d'attention à la valeur du travail lui-même et voudront trouver leur propre passion. Mais si les parents montrent souvent qu'ils n'aiment pas ou ne respectent pas leur travail et qu'ils le considèrent simplement comme une corvée inévitable, cela affectera aussi subtilement les idées de leurs enfants. Par exemple, l'auteur a vu un triste exemple. Il y avait une famille où le père était un banquier d'investissement assez prospère. Il gagnait beaucoup d'argent, mais détestait son travail et espérait prendre sa retraite chaque jour. Pour cette raison, il a toujours pensé qu'il devrait tirer plus d'argent de son travail en guise de compensation. Il travaillait donc plus dur pour gagner de l'argent, mais cela le rendait encore plus malheureux. Parlons du fils de ce père, il admire beaucoup son père et veut réussir comme son père. Lorsqu'il a grandi, il s'est lancé dans le secteur immobilier et a très bien réussi. Cependant, les problèmes de son père sont également apparus en lui. Il a décrit à l'auteur, « Je n'ai jamais aimé mon travail, mais je n'ai jamais pensé que cela posait un problème auparavant, car je ne savais pas qu'une personne pouvait encore aimer son travail. Ce que j'ai vu depuis que je suis enfant, c'est que mon père était que je travaillerais dur, que je boirais du whisky, que je prendrais de l'aspirine et que j'atteindrais le sommet. Je pensais que c'était comme ça que c'était censé être. Mais plus tard, son état s'est aggravé et il a finalement suivi un traitement psychologique. Au cours du traitement, il s'est rendu compte que ce qu'il avait appris de son père n'était pas une véritable éthique professionnelle, mais une logique de souffrance. Cette logique elle-même est fausse. C'est la voie du succès aux yeux de beaucoup de gens, mais elle dévore le corps, l'esprit et l'âme de l'individu. Le fils a finalement décidé d'arrêter de vivre ainsi. Il a commencé à réfléchir, qu'est-ce que je veux vraiment faire? En mettant de côté les choses extérieures comme le salaire et la célébrité, qu'est-ce qui m'attire vraiment? Plus tard, il a choisi le conseil psychologique comme orientation de carrière. Parce que les conseils psychologiques l'ont autrefois aidé à se sortir du pétrin, il voulait aussi faire quelque chose comme ça pour les autres. Au moment où il a rencontré l'auteur, il était devenu une personne qui pouvait tirer du bonheur de son travail. Il a dit que cette expérience lui a appris une leçon très précieuse qu'il n'avait pas pu apprendre depuis l'enfance, à savoir, le travail doit être la récompense du travail lui-même. C'est en fait la philosophie de vie que l'auteur a apprise de son père Buffett, se concentrer sur la valeur du travail lui-même et trouver sa passion. La seconde partie. Alors, comment l'auteur a-t-il ensuite découvert sa passion et s'est-il lancé sur le chemin de la musique? Même si l'auteur a fait preuve d'un certain talent musical depuis son enfance, ce n'est qu'après son entrée à l'université qu'il a réellement décidé de s'engager dans la voie de la musique.
À l'âge de 18 ans, l'auteur entre à l'université de Stanford. À cette époque, son père Buffett était devenu une célébrité et entretenait de nombreuses relations. L'auteur a également admis dans le livre que ce sont ses antécédents familiaux et la lettre de recommandation écrite par Graham, l'éditeur du Washington Post, qui l'ont envoyé à l'université de Stanford. Ce genre de choses n'est pas rare aux États-Unis, de nombreuses universités privées réservent certains quotas d'admission aux enfants et petits-enfants de magnats célèbres ou d'anciens élèves exceptionnels. Alors, lorsque Buffett a envoyé son fils à Stanford, voulait-il qu'il entre dans un domaine spécifique et devienne une élite à l'avenir? Pas vraiment. L'auteur a déclaré que ses parents ne lui ont pas dit clairement ce qu'il devait faire ou qui il devait être, au contraire, ils ont toujours inculqué à leurs enfants le concept selon lequel on peut choisir qui on veut être. Mais le problème est que lorsque l'auteur est entré à l'université, il était encore relativement confus, il n'avait pas encore choisi de spécialisation, aucune matière ne l'intéressait particulièrement et, de plus, il n'était pas très confiant. Je ne sais pas si je mérite d'aller à Stanford. Pour cette raison, il a décidé de profiter au maximum de son temps sur le campus et de ne pas gaspiller les ressources pédagogiques auxquelles il avait accès. Par conséquent, il a suivi autant de cours qu'il pouvait se le permettre, notamment la philosophie, la littérature, les sciences fondamentales, etc. Dans cette étude vaste et riche, il éprouva un grand plaisir. De plus, tout au long de sa première année, ses parents ne lui ont jamais demandé de déterminer sa spécialité le plus tôt possible, lui laissant ainsi toute la liberté de profiter du savoir. Au début, l'auteur ne se rendait pas compte à quel point cette liberté était précieuse. Jusqu'au jour où quelque chose comme ça s'est produit. Lorsqu'il est passé devant le porche du dortoir ce jour-là, il a entendu une fille qu'il connaissait parler à quelqu'un au téléphone et il était très excité. L'auteur s'est éloigné tranquillement. Au bout d'un moment, il vit la jeune fille marcher dans le couloir, pleurant en marchant. L'auteur a demandé à la jeune fille ce qui s'était passé. Il s'est avéré que la fille pleurait de joie. Elle a dit qu'elle venait d'ouvrir son cœur à son père et lui a dit à quel point elle était dévastée pendant ses études de médecine et qu'elle ne pouvait vraiment plus continuer. Après avoir longuement discuté, son père a finalement cédé et a convenu qu'elle n'avait plus besoin d'être médecin, mais qu'elle pouvait aussi devenir avocate. Lorsque la fille a dit cela, elle a essuyé ses larmes et a dit avec un sourire, « N'est-ce pas merveilleux ?» L'auteur était abasourdi. Il savait qu'il devait dire quelque chose de solidaire, mais à ce moment-là, sa seule pensée était, « Attendez, c'est la fin ? Être médecin ou avocat ? Parmi tant de possibilités dans la vie, vous ne pouvez choisir que parmi ces deux-là. » Cet incident lui a fait réaliser à quel point il possédait un don rare. À partir de là, il a également réfléchi à une question, qu'est-ce que le privilège exactement? Beaucoup de gens pensent que naître avec beaucoup d'argent et ne pas se soucier de la nourriture et des vêtements est un privilège. Mais l'auteur se rend compte que le véritable privilège, dont une personne peut jouir est d'avoir la plus grande liberté de choisir, de vivre sa vie avec une perspective large, plutôt que d'être enfermé dans un certain pré-réglage dans un petit espace. C'est aussi l'un des cadeaux les plus précieux que les parents puissent offrir à leurs enfants, bien plus précieux que l'argent. Plus tard, après avoir commencé sa deuxième année d'université, l'auteur a commencé à sentir qu'il souhaitait toujours la musique comme choix de carrière par rapport aux matières auxquelles il était exposé. Il se trouve qu'à cette époque, il hérite d'une propriété familiale, d'environ 90 000 $, laissée par son grand-père. C'est aussi une tradition dans la famille Buffett, lorsque chaque enfant atteint l'âge de 19 ans, il recevra une petite somme de richesse, qui représente l'ensemble des biens dont il peut hériter. Alors, que faire de cet argent? La famille Buffett n'a aucune restriction à ce sujet. Le frère et la sœur de l'auteur ont dépensé l'argent rapidement après l'avoir reçu. Mais l'auteur ne veut pas faire ça. Après mûre réflexion, il a pris une décision prudente, quitter l'université de Stanford, utiliser l'argent pour ouvrir son propre studio de musique et prendre le temps de déterminer s'il peut vraiment se faire un nom dans la musique. Il a appelé cela « échanger de l'argent contre du temps », l'héritage de 90 000 $ a été échangé pendant une période de temps afin d'explorer des cheminements de carrière. Cette décision n'a pas été facile, mais rétrospectivement, l'auteur estime que cela a été un énorme progrès pour lui, car c'était la première fois qu'il faisait un choix de vie majeur de manière indépendante, c'était aussi le reflet de ses luttes intérieures et de ses insécurités au début. Le temps, ainsi que les inquiétudes concernant les attentes extérieures, sont parvenus à une sorte d'accommodement. À partir de là, l'auteur s'est officiellement engagé sur la voie de la poursuite de son rêve musical. Il a loué un petit appartement et l'a équipé du matériel musical nécessaire. Il a commencé par prendre de petites commandes et composer de la musique pour des publicités, puis s'est progressivement développé pour sortir son propre album et commencer à composer des bandes sonores pour des œuvres cinématographiques et télévisuelles. Plusieurs années plus tard, l'auteur a organisé son propre concert et a remporté de nombreux prix. Même si le processus a connu de nombreux rebondissements, nous avançons toujours. Alors, quel rôle son père Buffett a-t-il joué dans l'évolution de la carrière de l'auteur? Si nous parlons d'aide directe, il semble que nous ne puissions en trouver qu'une, lorsque l'auteur a décidé de quitter Stanford et d'utiliser les 90 000 $ pour ouvrir un studio de musique, Buffett l'a aidé à développer un budget d'investissement afin de pouvoir compter sur cet argent.
Vivre avec de l'argent le plus longtemps possible. Il s'agit d'une aide directe, mais il y a aussi des effets subtils. Par exemple, après avoir composé de la musique pour des publicités pendant un certain temps, l'auteur a commencé à chercher des opportunités de composer la musique de films. À cette époque, il était confronté à un choix, déménager ou non à Los Angeles. L'idée reçue est que, quelles que soient vos capacités, tant que vous souhaitez travailler dans l'industrie cinématographique, vous devez déménager à Los Angeles, établir des liens, obtenir des informations et bavarder. Mais finalement, l'auteur n'est pas allé à Los Angeles, mais a choisi une autre ville plus calme et plus éloignée, Milwaukee. Il a dit que cela avait également été influencé dans une certaine mesure par son père Buffett. Lorsque Buffett a fondé sa société d'investissement Berkshire, New York était le centre absolu du monde financier, et les gens pensaient que si l'on voulait investir, il fallait aller à Wall Street. Mais Buffett ne voit pas les choses de cette façon. Il estime qu'investir nécessite de garder l'esprit clair et d'avoir son propre jugement à tout moment. Et dans un endroit où un groupe de personnes est ensemble, vous risquez facilement de tomber dans une mentalité de troupeau. Lorsque vous suivez tout le monde pour rechercher des sujets d'actualité, vous risquez de négliger certaines dépressions de valeur, auxquelles il convient de prêter attention. Il a donc décidé de rester à Omaha et de faire son propre truc. L'auteur a choisi de ne pas aller à Los Angeles en raison de pensées similaires. Là-bas, pensa-t-il, il lui serait facile de suivre la tendance, de pratiquer les gens les plus en vogue ou d'imiter la musique acoustique la plus réussie de ces derniers temps. Cependant, ce n'est pas ce qu'il veut. Il veut développer son propre style musical et se construire dans une dépression de valeur, unique pour attirer Ball qui est en phase avec lui. L'auteur a de la chance. Son premier album, Waiting, créé à Milwaukee, a reçu un bon accueil du marché et a attiré l'attention de certains producteurs de cinéma et de télévision, ouvrant ainsi une nouvelle étape dans sa carrière. En plus de ce que nous venons de dire, en effet, on voit rarement la figure du père de l'auteur en train d'explorer son orientation professionnelle et de développer sa carrière. Cependant, l'auteur estime que cela reflète la philosophie pédagogique de son père Buffett, soutenir, encourager, mais pas interférer. Lorsque l'auteur est entré à l'université et était très confus, son père l'a encouragé à essayer davantage de choses qui l'intéressaient, à regarder dans son propre cœur et à trouver sa passion. Lorsque l'auteur a décidé d'abandonner l'école et d'ouvrir un studio de musique, son père ne s'y est pas opposé et l'a aidé à planifier comment dépenser son argent. Lorsque l'auteur avait une vingtaine d'années et a finalement décidé de poursuivre sa carrière musicale tout au long de sa vie, son père Buffett lui a dit quelque chose qui l'a toujours profondément marqué. Buffett a déclaré, « Fils, nous faisons en fait la même chose. La musique est ta toile, Berkshire est ma toile, et je suis heureux d'ajouter quelques traits à la toile chaque jour. » L'auteur a dit, pour lui, il suffit de dire-le. La troisième partie. Dans cette dernière partie, parlons d'une question abordée dans de nombreux chapitres du livre, à savoir comment choisir sa destination de carrière. La réponse de Buffett à cette question est déjà très claire, choisissez ce que vous aimez. Cependant, ce n'est pas facile. Beaucoup de gens, même après avoir travaillé pendant de nombreuses années, ne savent toujours pas ce qu'ils aiment. Buffett le comprend également. Découvrir où se situe votre passion est un processus ardu et mystérieux, et il y a aussi une part de hasard. Il a donc laissé aux enfants une grande liberté. Il sait que pendant ce processus, si les parents exercent une pression, cela peut être contre-productif et rendre les enfants plus confus quant à ce qu'ils veulent. Cependant, disposer d'un environnement familial aussi libre et encourageant ne suffit pas. L'auteur estime que si une personne veut trouver une carrière qui lui convient, elle doit également avoir la capacité d'interroger son propre cœur. Que torturer ? Nous pouvons résumer ces 3 points du livre. Tout d'abord, si vous avez déjà en tête un candidat pour votre destination de carrière, vous pouvez vous demander, est-ce que je veux choisir cette carrière parce que je l'aime vraiment, ou pour d'autres raisons, comme par exemple, d'autres veulent que je la prenne. Ce chemin ? Ou cette route est-elle plus facile ? Dans le livre, l'auteur mentionne qu'il a brièvement réfléchi à l'opportunité d'aller à Wall Street pour se développer et investir. Mais plus tard, après avoir interrogé son propre cœur, il a découvert que la raison pour laquelle il avait été ému par ce choix n'était pas parce qu'il voulait le faire, mais simplement parce que c'était un chemin facile. S'il entre dans ce domaine, il y aura certainement beaucoup de gens qui voudront le recruter, beaucoup de ressources seront orientées vers lui et il recevra des soins et une cultivation particuliers. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre. Alors plus tard, il n'a pas investi. Il a dit que même si, en apparence, ce choix semblait très astucieux, d'un point de vue plus profond, ce choix ressemblait davantage à un abandon au destin et un échec de l'imagination. Mais d'un autre côté, il a également déclaré que s'il pouvait vraiment sentir qu'il avait une passion pour l'investissement financier, alors il le poursuivrait sans hésitation. Même si quelqu'un dans le futur dit « il a fait tout ça à cause de son père », laissez-le. Après tout, si vous trouvez quelque chose auquel vous voulez consacrer toute votre vie, pourquoi devriez-vous vous soucier de ce que disent les autres ? L'auteur a dit que de cette façon, si vous vous demandez sérieusement si vous voulez vraiment faire carrière, personne ne peut le faire à votre place. Chacun doit décider lui-même où diriger sa passion.
Si vous sentez qu'il y a une carrière que vous voulez vraiment faire, oserez-vous la choisir? Beaucoup de gens n'osent pas. Parce que nous avons souvent une inquiétude, même si j'aime ce contenu de travail, je ne semble pas m'en sortir très bien. Puis-je vraiment choisir cela comme destination de carrière? L'auteur a également eu des problèmes similaires. Un incident intéressant a été mentionné dans le livre. En 2008, l'auteur a organisé son propre concert et son père Buffett est également venu se joindre à la fête et a joué une chanson avec lui. Puis il a dit qu'il était venu voir dans la classe de piano de son fils cette année-là. Quel est le retour sur investissement? L'auteur a dit qu'en fait, il voulait demander à son père à ce moment-là, de quelle leçon de piano parles-tu? Parce que dès le début de son exposition au piano, il s'est ensuite consacré à la musique et il a eu 4 apprentissages du piano. Expérience au milieu. Chaque interruption était causée par sa propre initiative. Est-ce parce qu'il n'aime pas jouer du piano? Non, il a beaucoup aimé. Est-ce parce qu'il ne sait pas bien jouer du piano? Ni l'un ni l'autre. Pourquoi? La vraie raison, c'est qu'il a peur. Chaque fois qu'il commence à se sentir inséparable du piano et ne peut plus s'en passer, il se sent mal à l'aise. Vous commencerez à sentir que jouer de la musique est devenu sérieux. Il réalisa vaguement que cela semblait être ce qu'il voulait faire, alors il voulait en outre bien le faire. Mais à cette époque, il avait très peur, et si son talent musical était en réalité médiocre? Que se passe-t-il si je ne parviens pas à me faire un nom dans cette industrie à l'avenir? Alors, il a reculé. De nombreuses personnes peuvent avoir vécu des processus psychologiques similaires. Plus nous nous soucions de quelque chose, plus il est facile d'hésiter et de rétrécir. Bien que, dans la plupart des domaines de la vie, être dans la moyenne soit plutôt une bonne chose. Mais lorsqu'il s'agit d'issues de carrière, être dans la moyenne n'est clairement pas suffisant. Aucun d'entre nous ne veut prendre du retard sur quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Par conséquent, le choix d'une destination de carrière peut rendre de nombreuses personnes craintives et mal à l'aise. Face à cette situation, la suggestion de l'auteur est que si vous n'avez pas le courage de faire un choix, vous pouvez d'abord utiliser la méthode d'élimination. C'est-à-dire, demandez d'abord clairement, quelles sont les choses pour lesquelles je suis le moins bon et que je ne veux pas faire. Cela simplifie grandement votre choix. L'auteur lui-même a utilisé cette méthode et a éliminé de nombreuses options de carrière. Il avait également un ami écrivain qui lui a également dit qu'il sentait depuis longtemps qu'il était destiné à poursuivre la voie de l'écriture. Ce n'est pas parce qu'il est convaincu que son talent peut se démarquer, mais plutôt parce qu'il comprend sa propre nature, il aime pouvoir s'expliquer clairement et trouver les raisons des choses, il aime se concentrer sur ce qu'il fait. Chose, il n'y a personne d'autre pour le déranger, il aime se retenir et n'aime pas que les autres lui disent ce qu'il doit faire. Ainsi, là où il y a un patron, il lui est généralement difficile de faire avancer les choses, ce qui exclut une grande partie de la profession. Et lorsque vous éliminez les options de carrière que vous n'aimez pas ou pour lesquelles vous n'êtes pas bon, et que vous trouvez ensuite celle qui vous semble la plus appropriée parmi les options restantes, ce sera très probablement votre solution optimale compte tenu des contraintes existantes. Sachant cela peut également vous aider à renforcer votre courage d'agir. Enfin, si ni la méthode de sélection ni la méthode d'élimination ne peuvent vous aider à trouver une destination de carrière, vous pouvez continuer à vous torturer avec cette question: dois-je avoir une destination de carrière à vie? L'idée de l'auteur est que ce n'est pas nécessairement le cas. Il estime qu'en fait, dans un sens plus large, la soi-disant destination de carrière est comme une sorte de gravité qui peut nous entraîner vers une vie qui nous semble juste et qui nous appartient vraiment. Une telle vie pourrait tourner autour d'une carrière, mais ce n'est peut-être pas le cas. En d'autres termes, nous devons savoir que trouver une destination de carrière n'est pas notre objectif ultime, mais créer la vie que nous voulons l'est. Par conséquent, si vous sentez que trouver une destination de carrière vous donne mal à la tête, autant changer d'avis et réfléchir au genre de vie que vous souhaitez vivre. Par exemple, l'écrivain évoqué tout à l'heure sent clairement que l'écriture est un élément nécessaire de sa vie. Mais son partenaire ne le pensait pas. Elle a déclaré qu'elle n'avait jamais recherché une identité professionnelle spécifique pour se définir. Elle a occupé de nombreux emplois, mais les considérait comme un moyen de joindre les deux bouts. Lorsqu'ils étaient jeunes, les enseignants demandaient aux enfants ce qu'ils voulaient faire quand ils seraient grands. D'autres enfants diraient « pompier, astronaute, scientifique, etc. » mais sa réponse était « personne heureuse ». Lorsqu'elle a grandi, elle pensait toujours de cette façon: les personnes qui travaillent dur pour bâtir une carrière et gagner de l'argent peuvent fondamentalement vouloir vivre une vie plus heureuse. Alors pourquoi ne pas aller droit au but et rechercher le bonheur lui-même? L'auteur estime que l'écrivain et son partenaire représentent chacun une vision très différente de la vie, mais les deux sont défendables. Ils illustrent pleinement à quel point les possibilités de la vie sont vastes. Que nous menions une carrière avec diligence, recherchions sérieusement le bonheur ou nous efforcions d'atteindre d'autres objectifs de vie, les conditions requises ne sont pas différentes, elles exigent toutes que nous ayons de la patience, le courage de faire des choix et la capacité de torturer notre cœur, la direction vers laquelle nous menons et l'image de la vie que nous nous dessinons. Maintenant, résumons les points clés. En regardant la vie de l'auteur, il a dit qu'il savait très clairement qu'il avait des conditions de départ très supérieures,
il savait aussi très clairement que toutes ses réalisations étaient les réalisations de son père, pas les siennes. Peu importe qui sont tes parents, tu dois encore trouver ta vie. En repensant au processus de croissance, l'auteur est profondément convaincu que l'argent ne peut pas acheter le bonheur, les valeurs sont la monnaie la plus stable. Le cadeau le plus précieux que son père lui a fait n'était pas la réussite professionnelle, mais une famille pleine d'amour et de chaleur, ainsi que le plein respect de son libre choix. Son père lui a dit, l'intérêt vient toujours en premier, la richesse suit l'intérêt, ce n'est pas l'intérêt qui suit la richesse, la chose la plus importante dans la vie est de trouver son propre chemin. Beaucoup de gens peuvent penser que ce concept est trop idéaliste. En effet, j'avais des pensées similaires au début. Cependant, il y a une telle discussion dans le livre, qui m'a donné un sentiment d'illumination soudaine. L'auteur a déclaré qu'au moment où il écrivait ce livre, vers 2022, l'économie mondiale était dans un état d'incertitude inquiétante. L'avenir que les jeunes voient lorsqu'ils lèvent les yeux semble semer d'épines. Même son père Buffett, une figure légendaire dont tout le monde pense qu'il peut souvent mettre le doigt sur la tête et briser le bon sens, a admis cette fois qu'il était un peu confus et qu'il ne voyait pas clair. Mais l'auteur estime qu'une période aussi confuse, bien que difficile, est aussi l'occasion de nous aider à décharger notre bagage psychologique. Qu'est-ce que cela signifie ? Il a déclaré qu'au cours des dernières décennies, le critère utilisé pour juger du succès était souvent l'argent. Les gens affluent donc vers les endroits où l'argent se trouve, ou semble se trouver, là où se trouve l'argent. Par exemple, aux États-Unis, la profession la plus populaire dans les années 1980 était le conseil en gestion, et bientôt le marché a connu une surabondance de consultants en gestion. Plus tard, la profession populaire est devenue celle des avocats, puis les postes d'avocats ont été surpeuplés. Après 2000, le vent s'est tourné vers le secteur financier et d'innombrables personnes y ont afflué, mais après 2020, cette vague a été éclipsée par l'intelligence artificielle. À l'heure actuelle, 2022 à 2023, l'environnement économique est encore plus imprévisible et les flux financiers sont en constante évolution. Une carrière qui est sur l'autel ce mois-ci peut s'effondrer le mois prochain, une personne qui a gagné beaucoup d'argent l'année dernière peut ne plus être prospère l'année prochaine. Souvent, pendant les périodes de conditions économiques difficiles, les gens seront plus prudents et plus contraints dans leurs choix. Cette prudence est certainement compréhensible. Mais l'auteur avance également une idée différente, à savoir, pourquoi ne pas faire le contraire ? Si les carrières qui semblent actuellement les plus conformes à la vision du succès dominante sont également pleines de dangers et de difficultés, est-ce aussi une opportunité pour nous d'essayer certaines options plus larges que nous souhaitons vraiment ? Si le flux d'argent est déjà difficile à prévoir, devrions-nous alors chérir les choses qui sont plus constantes et plus durables que l'argent ? Par exemple, cela vient du désir et de la poursuite au plus profond de votre cœur. Ils existaient avant l'argent et ne peuvent être emportés par sa disparition. Socrate a dit un jour, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Peut-être que plus l'environnement extérieur est imprévisible, plus rare est l'occasion de se réexaminer. À ce moment-là, nous devons nous rappeler le rappel du livre, la vraie vie n'est pas la partie dont vous héritez, mais la partie que vous créez, nous ne pouvons pas choisir le début de la vie, mais nous pouvons réellement choisir ce que nous deviendrons dans le futur. Une telle personne. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet ? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.